Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du site Mighty dans lequel on va parler de comics, de super-héros et de super-héroïnes. Je suis Neucyber, si vous connaissez le site vous devez voir à peu près qui je suis, sinon enchanté de vous connaître. Et comme dans les précédents numéros, je suis tout seul parce que confinement, Covid-19, etc. Et pensez à rester chez vous, faites comme moi. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas vraiment réussi à tenir le rythme d'un épisode par jour. Ce n'était pas vraiment ce que je souhaitais faire à la base, de toute manière, mais j'aurais dû prévenir que ça serait pas un rendez-vous journalier. Voilà. Du coup, toutes mes excuses à celles et à ceux qui souhaitent entendre plus de podcasts. J'ai essayé d'en faire quand même régulièrement. Et justement, je vais essayer de maintenir un certain rythme régulier, sinon je me connais, le concept risque de passer à la trappe et finira dans les oubliettes du net. C'est pas trop le but en fait. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de vous parler de mes lectures de la semaine passée. Et en plus, il n'y a pas forcément que des lectures dont je parle sur le site. Et en plus, c'est plutôt assez varié finalement. Du coup, si ça vous tente, on se lance et je vais commencer avec un truc un peu étonnant, puisque je vais vous parler d'un manga, et voilà, c'est One Piece. Je vous en avais parlé lors du premier podcast, je crois bien. Je suis en train de rattraper en fait mon retard sur One Piece, enfin rattraper mon retard. Je suis en train de commencer ma lecture de One Piece. Il y a, je crois, 975 chapitres parus et j'en suis au 13e. Pour ceux qui suivent, c'est l'arc narratif autour du pirate Buggy de Clown. C'est un pirate en fait qui ressemble à un clown, mais qui aime pas qu'on lui dise qu'il a un gros nez. Voilà. C'est donc un shonen. Donc un shonen, faut comprendre, un manga qui est destiné aux garçons. Enfin bon, ça c'est plutôt la définition de base qu'on donnait. C'est plutôt donc un manga d'action un peu, j'allais dire demeuré, mais c'est un peu l'équivalent en fait des comics à super-héros, mais au Japon. Donc c'est un shonen de Eiichiro Oda, voilà. Donc c'est un manga qui existe depuis super longtemps, qui a beaucoup de succès, notamment parce qu'il est diffusé sur un magazine d'anthologie qui s'appelle Jump, pardon. Et que vous connaissez certainement parce qu'il y a des dessins animés, des goodies, tout le monde voit à peu près à quoi ressemble le héros, Luffy. Et c'est plutôt assez distrayant, ça se lit très bien, 20 pages, ça se lit en 5 minutes. Comme je disais lors du précédent podcast dans lequel j'en parlais, ça fait un peu bizarre en fait de passer de séries comme The Green Lantern de Grant Morrison à ça, parce qu'en fait on est sur les diamétralement opposés en temps de lecture, en temps d'investissement de lecture aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment plutôt réussi, One Piece. J'imagine que si ça n'était pas, il n'y aurait pas autant de fans, de toute manière. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a des panels vraiment charmés. Il y a des situations loufoques et bien drôles. Le précédent chapitre dans lequel j'ai lu, il y a un chien qui a une tête toute bizarre et qui sert strictement à rien en fait dans l'histoire. Mais voilà, juste sa présence m'a fait marrer. Du coup, je vais continuer. On va voir si un jour j'ai arrivé à rattraper tout mon retard et à être comme de cette horde de fans à attendre le prochain numéro, parce que la fin de One Piece n'est toujours pas annoncée, je crois. Donc voilà. Passons maintenant côté comics américain, puisque comme vous le savez, si vous suivez le site, je suis quand même beaucoup de comics en VO. Donc je vais pas parler de tout ce que j'ai lu, de toute façon c'est pas parce que j'en parle ici qu'il n'y aura pas de critique plus complète. Du coup, je vais juste faire un petit tri en fait des lectures marquantes. Marquantes, ça veut pas dire forcément positive. On va commencer d'ailleurs par qui a un exemple assez probant. J'ai lu le premier épisode de la nouvelle série X-O Manowar.
écrite par David Hallum. Donc c'est en fait avant il s'appelait David Hopeless, en fait c'était un surnom. Donc c'est David Hallum, et dessinée par Emilio Laiso. Et c'est en fait une série qui est un peu qui confirme un peu ce que je pensais en fait de Valiant, c'est-à-dire que Valiant est en train de se métamorphoser. D'ailleurs, les pontes des éditeurs en chef et ceux qui ont relancé en fait Valiant en 2012 sont partis. Et ça se voit qu'il y a une volonté de faire quelque chose d'un peu plus classique, on va dire. Moi, personnellement, je lis de moins en moins de séries Valiant. Parce que le catalogue ne correspond pas vraiment à ce que j'en attendrais. Il y a peut-être la série Ray en fait que je pourrais conseiller, mais je suis pas très fan de l'univers en fait. Donc c'était, il y avait vraiment des chouettes trucs dans la mini-série qui lançait cette série. Ensuite, je suis pas très fan du dessinateur, donc je me suis pas lancé, mais apparemment il y a des bons retours. Le truc, c'est que par exemple, moi j'ai testé le Bloodshot de Tim Seeley et Brett Booth. Alors déjà, les dessins de Brett Booth, je peux pas. Et ensuite, là où en fait on avait quelque chose de avec une véritable critique militaire dans la première série, un peu bas du front, mais elle était présente, et surtout la série mortelle de Jeff Lemire. La nouvelle série Bloodshot en fait est beaucoup plus bas du front et classique, attendu, on va dire. On retrouve en fait des éléments qu'on pourrait retrouver dans un comic book publié par DC ou Marvel, ce qui était aussi le cas avant, hein, mais il y avait quand même une volonté d'avoir une tonalité et une âme que cette série Bloodshot a perdu. Et ben en fait on trouve un peu la même chose avec ce XO Manoir. Je retrouve la patte de Hopeless sur certaines choses, avec cette volonté de travailler son personnage de Alaric, donc un ancien Visigoth qui porte une armure extraterrestre. Par contre, en fait, tout ce qui est histoire, j'ai l'impression de dire une histoire de Superman par moment, et à la fin, j'ai même l'impression de dire du Captain America. De là à dire que Valiant est en train de préparer le terrain pour accueillir potentiellement les nouveaux fans qui viendront avec la série de films qu'ils prévoient, lancée par Sony Pictures, ça serait pas étonnant, et ça serait tout à fait légitime. Ce qui est un peu dommage, c'est que en fait on se retrouve avec que des séries comme ça, et on perd en fait Moi, j'ai l'impression qu'en tant de fan depuis The Valiant, j'ai l'impression de perdre un peu ce que j'aimais en fait, qui était spécifique à l'éditeur. J'espère me tromper, on verra bien par la suite. En tout cas, je vais suivre parce que la série est assez chouette, c'est bien écrit, c'est assez joli. Je connaissais pas du tout le dessinateur, Emilio Laiso donc, mais bon. On verra par la suite. Je créerai certainement une critique complète et je vous expliquerai plus en détail ce qui m'a gêné. Voilà. Mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas une grande recommandation. Plutôt de la curiosité pour l'instant. J'ai parlé vite fait des séries Dawn of X, donc des séries sur les mutants et les mutantes de Marvel Comics. Je ne spoilerai pas, donc je vais pas m'éterniser sur les séries. Je parlerai pas trop non plus. En fait, j'ai même en fait me réserver pour mes critiques. Je vais être franc. Quoi qu'il en soit, la série X-Men de Jonathan Hickman, est toujours aussi
inattendu, c'est la folie constante. Moi je trouve que on atteint l'apothéose depuis un moment. Le début était un peu particulier, je pense les 4 premiers épisodes je crois. L'épisode 6 était mortel, le 7 était une grosse révélation et qui rend un peu la chose le contexte particulier. Là on est un peu dans la même lignée que 7 et 8. Voilà, je vais en parler plus en détail, mais et surtout je vais pas essayer de pas spoiler en fait les lecteurs et les lectrices de VF. Mais c'est très très intéressant ce que propose Hickman. Voilà. En tout cas, moi personnellement, ce qui m'a plus plu côté Dawn of X cette semaine, c'est vous savez certainement si vous avez lu les coups de cœur de la semaine de l'équipe. Moi j'avais choisi en fait One Shot sur Nightcrawler dessiné par Alan Davis qui impose sa patte sur l'histoire de Hickman. C'est simple, c'est mortel. On retrouve vraiment cette vibe Davis, pas seulement dans les dessins, mais aussi dans la manière de raconter l'histoire. Je m'explique, en fait, les Giant Size X-Men, la série de one-shot qui est en train de sortir, Marvel, écrite par Hickman, est faite la méthode Marvel. C'est-à-dire que le scénariste propose un pitch au dessinateur, et le dessinateur le met en page comme il le sent. C'est un peu la manière dont travaillait, avec laquelle travaillaient en fait Stanley et Jack Kirby. Stanley et Kirby posaient un pitch vite fait sur les Fantastic Four, et ensuite Kirby faisait sa composition de page et il introduisait les personnages comme le Silver Surfer par exemple. Et ensuite Stanley découvrait les pages et écrivait des dialogues. Il y a plein d'avantages à ça. Il y a par exemple la liberté aux artistes, aux dessinateurs, qui ne sont pas que des simples vecteurs d'un scénario imposé par un scénariste. Système que j'aime bien aussi, hein. Je vois par exemple Grant Morrison qui fait tout l'inverse. Moi j'aime beaucoup ce que fait Morrison. Ça fait 2 fois que je parle de Morrison d'ailleurs dans ce podcast. Bon, bref. Il y a aussi des inconvénients et on connaît par exemple la rupture entre Chris Claremont et John Byrne sur Uncanny X-Men vient notamment de ça. Et l'ego surdimensionné de John Byrne. Mais aussi les méthodes de travail qui correspondent pas forcément à tout le monde. En tout cas, au moins ce que je critiquais un peu sur le précédent numéro, c'est que Russell Dotterman, il avait fait un épisode absolument magnifique à regarder, mais ça manquait un peu d'ambition. C'est-à-dire qu'on a presque un copier-coller de l'épisode auquel je rendais hommage l'histoire. Alors que là, Alan Davis, en fait, il impose vraiment son truc, et ça c'est assez chouette. Déjà Alan Davis c'est un scénariste, il a cette affinité là. On retrouve aussi dans la manière que c'est fait en fait, on retrouve aussi la manière que Alan Davis avait de travailler avec Chris Claremont qui utilisait aussi la même méthode. Sur X-Men, sur Uncanny X-Men, mais aussi sur les annuals de New Mutants et sur Excalibur. Et on retrouve vraiment ça avec des scènes d'action qui sont très Alan Davis, des moments posés avec des cadrages comme il sait si bien faire. Enfin, c'est vraiment du très très bon, un très très bon épisode. Mon seul regret, c'est que en fait Alan Davis s'ancre lui-même et c'est pas top en fait. Et en plus peut-être que le coloriste n'aide pas, il y a peut-être des surenchères, enfin il y a un truc qui passe pas. On a vraiment l'impression de voir un crayonné de Alan Davis et je pense qu'il y aura eu presque, enfin clairement quand il bosse avec un Paul Neary ou à l'ancrage, il y a une finesse qu'on perd. Voilà, donc je restais là-dessus, je vous raconterai pas en détail ce qui se passe, mais en tout cas on voit que Hickman est en train de
proposer des nouvelles choses un peu partout dans ces histoires. Là, avec le retour inattendu d'une mutante. Après tout, on ne sait pas qui est là, qui est pas là dans la nation mutante. Là, il y a une mutante qui réapparaît et on ne sait pas trop ce qu'il peut prévoir avec ce personnage. Donc vite fait, 3 autres lectures marquantes cette semaine. D'abord chez DC Comics, Far Sector Number 5, enfin Far Sector numéro 5, qui est un polar intergalactique absolument excellent, avec une nouvelle Green Lantern en fait. J'ai oublié son nom, elle s'appelle Jo, son prénom, mais j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé. Elle est de plus en plus intéressante comme personnage. Donc pour ceux qui savent pas, Far Sector, c'est en fait alors sur un label qu'on connaît pas, Young Animal, c'est moderne, c'est un peu de la face moderne de DC, enfin bon. Bref, je sais pas trop c'est quoi la ligne directrice en fait ce label, je mets trop su. Mais peu importe en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait c'est l'autrice NK, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Voilà, à carte blanche, et en fait elle fait un polar en 12 épisodes. Il y aura pas de, enfin c'est une histoire complète qui sera proposée. Il y aura pas de suite directe apparemment. Il y aura peut-être d'autres séries avec cette Green Lantern et ça serait cool. Mais bon, en tout cas, là, l'enquête elle continue. C'est vraiment remarquable ce qui est fait. Moi, je me prends de passion pour cette série. Autre gros coup de cœur, et c'était le coup de cœur de Twan cette semaine, de Twan Reynolds cette semaine sur le site, Immortal Hulk numéro 33, qui est aussi le 750e épisode d'une série sur Géant Jade. Donc c'est la numérotation Legacy, c'est les doubles numérotations qu'il y a actuellement sur les couvertures, c'est un peu le bordel. Voilà, donc épisode ultra long qui propose un... Bah, c'est pareil, c'est la folie en fait cette série. Halloween, il est au summum de son art, c'est incroyable tout ce qu'il arrive à mélanger. Il arrive à faire de la politique, il arrive à faire de la science-fiction par moment, il arrive à faire de l'horreur, et là pour le coup on est servi. On reprend en fait une transformation classique de Hulk, mais elle est transformée en enfin elle est presque, elle est traumatisante même. Voilà, j'en parle en détail. Longue critique pour celui-là, il faut en parler en détail parce que déjà l'épisode est long, il le mérite et c'est un véritable coup de cœur. Autre coup de cœur, plus petit peut-être, le dernier épisode de Mighty Morphin Power Rangers, le numéro 49, alors c'est pas le dernier de la série, c'est le dernier paru, qui lui ouvre le chemin vers le grand final de l'arc Necessary Evil, qui sera donc dans le prochain épisode, le numéro 50. On n'a pas de date de sortie parce que Boom Studio vient d'annoncer qu'avec Covid-19, ils n'avaient pas publié de nouveaux comics en print et en numérique. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, mais en tout cas, hâte de le voir parce que le numéro 49 est vraiment mortel et le 50 s'annonce d'ores et déjà grandiose. Je parle de Power Rangers, moi personnellement, je suis pas le plus grand fan de la série télé parce que c'était clairement en fait un truc qui était infantilisant quand je regardais. Moi j'étais déjà ado, ado assez tard, hein, je devais avoir 17 ans quand ça passait en France, et peut-être plus vieux même, mais en tout cas donc c'est pas ma génération et et en fait c'est pas pour ça donc que je suis tombé amoureux de la série. C'est vraiment parce que la série est incroyablement bien foutue quoi. Il y a eu plusieurs époques etc, mais c'est de Ryan Parrott et peut-être bien ma préférée. Je trouve que le scénariste arrive à créer des moments humains, à créer des super belles actions en plus. Enfin, Daniele Di Nicuello au dessin, ça tabasse.
Bref, j'ai très très hâte de lire ce numéro 50. Je vous conseille toujours cette série et parce que pour moi c'est tout ce qu'on aime en fait dans le comic book de super-héros, quoi. Voilà. Et ça sera tout pour mes lectures de la semaine en VO. Enfin en VO, en nouvelle sortie. Je termine quand même ma sélection de la semaine avec le premier volume des omnibus de Nexus, publié chez Dark Horse. Donc Nexus, c'est la création de Mike Baron et Stephen Rude. C'est un comic book indépendant du début des années 80, c'est sorti en 81, alors c'était sur Capital Comics, il me semble, je suis pas sûr du nom, mais peu importe, en fait ça a été depuis c'est publié par Dark Horse, et donc c'est Dark Horse qui publie qui réédite toutes ces aventures, et donc ils ont sorti des omnibus et c'est super intéressant parce que c'est déjà historiquement ça fait partie en fait de ces comic books indépendants du début des années 80 avec Mage de Matt Wagner et qui ont marqué en fait cette génération. C'est vraiment en fait pour le coup des comics qui sortaient du lot parce que on était en pleine vague de de censure. Voilà, et donc on se retrouve avec des histoires matures de super. Et là, en l'occurrence, Nexus, c'est un hommage au dessin animé de Hanna-Barbera, Space Ghost. Je sais pas si vous voyez à peu près. Je suis pas sûr que ça a été diffusé en France pendant notre jeunesse, enfin ma jeunesse. En tout cas, bon, voilà, c'était un truc à Barbera avec donc un enquêteur de l'espace, un peu avec un look de super-héros, un look mortel d'ailleurs, et qui enquêtait sur des histoires à la Scooby-Doo, mais dans l'espace. Et du coup, là, en fait, Nexus, c'est le même principe, sauf que les sujets abordés sont beaucoup plus matures. On va nous parler de... Alors, au début, il va aller tuer un pègre de la mafia. Il va ensuite rencontrer et affronter en fait des nazis d'espace. Il y a des morts, il y a des romances un peu compliquées, etc. Et c'est vraiment... ça correspond en fait au début du Dark Age, en fait, enfin ce qu'on appelle le Dark Age dans les comics, c'est-à-dire que en fait on est sur toute cette vague en fait de comic books qui vont être un peu dark, mais un peu grim and gritty, mais pas complètement, avec vraiment en fait cette sensation de vouloir aborder justement des choses beaucoup plus graves. Et on va pas tomber en fait dans une sorte de parodie, ce que dénonçait Alan Moore dans Watchmen par exemple. Là, on est vraiment en fait sur des gens qui veulent en fait montrer que le genre super-héros permet en fait d'aborder des sujets beaucoup plus graves de notre société. Voilà, c'est super bien écrit. Mike Baron, bon malheureusement, le pauvre qui se retrouve à un peu à avoir peu de contrats et à devoir écrire, devoir accepter en fait des comic books écrits par des nazis. Bon, c'est un peu la folie quoi. Et Steve Rude qui est un dessinateur absolument talentueux dans sa composition de mise en page. Même là en fait où là c'est ses débuts et c'est pas ce qui est le plus solide en fait. Surtout la première série en noir et blanc. Mais très vite en fait il prend un truc, il a une patte qui va perfectionner et donner un petit côté old school, très Golden Age. Moi je suis assez friand. C'est voilà. Ensuite faut apprécier comme le style de l'époque parce que là on est en plein dans les années 80. On est dans les années 80 mais en fait on a des narrations qui veulent être moins infantile, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les textes comme la surenchère de textes avec des cases, des caption box comme dans Uncanny X-Men de l'époque, hein, enfin notre cher Chris Claremont adorait en abuser.
Non, là on est vraiment en fait, y a presque un petit côté image comics de maintenant, mais avant l'heure. Ça reste ça reste old school dans la manière d'approcher les choses. Mais voilà, il y a des bonnes choses. C'est très très intéressant. Voilà, ça fait un moment que je voulais les lire, cette série, parce que je connaissais bon bref, je vais pas vous faire l'histoire, mais je connaissais en fait Nexus d'après, dans les années 90, et que j'avais beaucoup aimé, et du coup là c'était l'occasion en fait de retourner aux origines de l'histoire. Voilà, vous noterez que je n'ai pas parlé de Stormwatch parce que je n'ai toujours pas fini tome 2. Voilà, super. Alors qu'il est sur ma table de chevet. Mais bon, voilà, je dirai peut-être ça cette semaine et je vous en parlerai dans le prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager le podcast, à liker, à commenter surtout. Que ce soit sur le site, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Comme la dernière fois, je suis en train de faire la promesse de essayer de trouver des solutions pour diffuser autrement le podcast sur Spotify, etc. Il faut laisser un peu de temps parce que je suis en train de vous préparer en fait, comme j'avais parlé au précédent podcast, le site il est bientôt prêt et il devrait bientôt être disponible pour tout le monde. Voilà. Et 25 minutes à peu près, c'est pas mal. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu de ce que j'aurai lu pendant la semaine. Allez, à ciao, à plus.